Bonjour à tous et bienvenue dans le Pitch, le podcast où on discute d'un objet culturel entre nous et avec vous. Waouh, il l'a réussi du premier coup. Alors on a Bonjour répété. Damien. Bonjour Damien. Corentin. Comment vous allez les gars? Ça va bien, et vous? Écoute, Ça fait plaisir de vous voir en tout cas. pareillement. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on parle de The Midnight Sky, qui est un film en français Minuit dans l'univers, qui est un film de science-fiction de George Clooney, et on va vous le pitcher très rapidement. Nicolas, est-ce que tu veux prendre la main pour le pitch? Allez, en une phrase. La Terre n'est plus habitable, l'humanité n'a pas su protéger son environnement. Augustine, astronome, tente d'avertir un vaisseau d'exploration qui revient d'une mission de la mort de la planète bleue. Ok. J'ai envie d'ajouter. Tatatin. Et ouais, Une parce autre que c'est proposition de tragique. pitch en une phrase peut-être Corentin? Effectivement, alors moi j'ai, pour ceux qui ont vu d'autres films de science-fiction, Midnight Sky, c'est les problèmes de Gravity avec le scénario inverse d'Interstellar, mais ce sont surtout des glaçons dans la barbe de George Clooney qui montre à DiCaprio que lui aussi, c'est un vrai bonhomme de la neige, des montagnes, du froid. Ok, ça marche. Énorme. Ok. On apprécie Énorme. les références. Alors peut-être de pour ouf. recontextualiser de quoi on parle. On parle donc de The Midnight Sky, qui est un film qui est disponible sur Netflix, qui est sorti en 2020, cette année, et qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Et c'est un film qui du coup a été réalisé par George Clooney, dans lequel George Clooney tient aussi le premier rôle, et il produit aussi le film. Oui, Et ce qui il est fait partout. la particularité de ce film, c'est qu'il a été sélectionné aux Oscars dans la catégorie meilleurs effets spéciaux. C'est ça. Et donc ça fait partie de... C'est l'un des nombreux films Netflix cette année pour les Oscars 2021 qui ont été sélectionnés. Donc ils ont 23 films Netflix qui ont été présélectionnés, nominés par l'Académie. Je crois que c'est Film Academy, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas l'Académie des Oscars. Et ils ont 35 nominations sur 23 films. C'est le distributeur de films qui a le plus de nominations cette année. Alors, on va parler du film, on va parler du contenu, on va parler du fond et de l'histoire, mais ce qui nous semblait super intéressant dans ce film, c'est que c'est la première fois que un film qui est sorti uniquement en VOD sur Netflix est sélectionné aux Oscars, et du coup, c'est l'occasion peut-être de revenir un peu avant de parler du film sur tout Sur l'histoire de Netflix et des l'histoire de Oscars. Netflix, des Oscars. Aussi, on verra De avec peut-être Nicolas. l'importance dans la production, comment ça se passe du coup, Enfin, les délais de C'est ça. diffusion. le délai de diffusion, comment Netflix peut participer à la production. Enfin, c'est très important parce que en fait, un film, il se fait que s'il a le financement avant d'être créé. C'est pas comme un produit qu'on crée et qu'on vend. En fait, on a acheté le produit avant qu'il soit créé. Donc la diffusion et le financement sont très liés. C'est pour ça que Netflix et les Oscars ont une histoire assez particulière dont on va vous parler ici, par exemple. Et vas-y, Corentin. Netflix a gagné son premier Oscar en 2018, il me semble. Oui, c'est ça. En 2018, mais ils en ont eu un en 2018, trois en 2019. Mais cette année, c'est un peu différent parce que Covid, et c'est la première fois que l'Académie accepte les films sortis directement en VOD. Parce D'accord. que l'Académie des Oscars, c'est le cinéma sur une toile dans un théâtre. Il y a le donc, côté ce qui prestige, appelle- le côté tradition. C'est ça, Hmm. vraiment tradition. Et c'est la première fois qu'ils acceptent des films qui sont sortis direct en VOD parce que tout simplement les cinémas ont fermé. Il fallait quand même avoir officiellement, entre guillemets, des représentations prévues au moment où le film a été déposé et qui ont été annulés derrière. D'accord, donc il y a certains films Netflix qui étaient sortis en salle, mais pour une durée limitée, et ensuite qui avaient été mis sur la plateforme, et eux, ils avaient le droit d'être présélectionnés Voilà, aux Oscars. auparavant jusqu'ici. c'était ça. C'est Alors l'ancienne règle c'était il fallait avoir au moins. Alors il y a plusieurs forcément critères qui peuvent se combiner et se remplacer, mais la vraie règle c'était 7 jours d'affilée de représentation du film à Los Angeles, ou si c'était Los Angeles, Californie, donc c'était bien à Los Angeles pendant 7 jours, 3 fois par jour. Et ça te rend qualifiable pour la plupart, pas toutes, mais la plupart des catégories. Et ça, c'est l'ancienne règle qui est quand même assez restrictive, puisque les anciens films Netflix avaient dû, donc en 2018, 2019, 2020, passer par cette étape, ce qui est quand même un coût de distribuer un film, parce que tu le distribues pas que dans un cinéma, finalement. Et ils avaient dû passer par cette étape pour être éligibles aux Et- Oscars, ce qui n'est pas le cas cette année. Du coup, à ce moment-là, c'était pas disponible quand il passait en salle, tout ça, c'était pas disponible Exactement. sur la plateforme. Il faut que ça soit préalable à la mise à disposition en VOD. Et c'est un peu la nouveauté, c'est que maintenant, en tout cas pour cette année, il n'y a pas besoin de passer d'abord par le cinéma.
et qui est une grosse contrainte. Alors Netflix avec l'Académie, c'est quand même pas la grande histoire d'amour. On a même Spielberg qui lui est fervent défenseur de faire passer les films d'abord au cinéma et qui refusait en tout cas l'année dernière et il y a encore 2 ans vraiment durement Netflix comme partie de l'industrie cinématographique. Il a même dit que Netflix, leurs films étaient plutôt normalement nommés aux Emmy Awards, qui sont les awards de la télévision américaine, parce qu'il considérait que c'était pas du cinéma, parce que ça n'était pas projeté dans du cinéma, que c'était une expérience de télévision. Donc il a été assez virulent là-dessus. Netflix a gagné son premier Oscar en 2018. Ensuite, ils sont montés. Ils en ont C'était gagné quoi 3. le premier Alors, premier film il m'échappe, mais si, je crois que c'était Roma qui avait dû avoir quelque chose, il me semble. Alors, cette année, on a The Five Bloods de Spike Lee, voilà, très connu, Pieces of a Woman, Manque de David Fincher, qui est un film qu'on va peut-être traiter dans le podcast, et aussi les 7 de Chicago, qui est un thriller qui se passe dans une cour de justice américaine, qui est vraiment top pour l'avoir vu. Donc, c'est une année un peu inédite pour Netflix, les Oscars qui auront lieu le 25 avril cette année, donc très bientôt. Voilà. D'accord, ok. Ok. Bah, en tout cas, c'est intéressant ce sujet sur le statut de Netflix, qui est quand même une énorme plateforme, un énorme poids lourd maintenant du cinéma ça, et de la série, et qui a eu des démêlés en fait avec les institutions classiques et traditionnelles en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du Netflix, cinéma, il y a aussi Prime Video qui a des Mm. films en liste cette année. Et le fait que ce soit le premier distributeur de films aux Oscars cette année, ça montre quand même leur puissance, enfin leur force de frappe, parce qu'en fait, ils font des vrais films maintenant. L'année dernière, ils étaient un peu repartis bredouille avec le film de Scorsese et Marriage Story aussi. Irishman. là. Irishman, ouais, via Irishman, qui avait rien gagné, mais ils avaient gagné un Oscar avec un autre film en documentaire. Leur premier Oscar, c'est Icarus en 2018, c'est ça. Le documentaire sur le sportif de vélo. Alors, j'oublie le terme de course de vélo en France, c'était le Tour de France, il me semble. Et c'était leur premier Oscar. Et bon, ils grappillent peu à peu des points. Et ils se battent contre une mentalité assez traditionnelle qui veut qu'on sorte d'abord au cinéma et ensuite sur la télé, quoi. Ouais, mais c'est aussi dû, comment dire, aussi, notamment en France, parce qu'on a ainsi. Tu avais peut-être pas fini forcément. Si, je t'en prie, Corentin, mais- vas-y, tu peux Ouais, peut-être faire le parce parallèle. que, Ouais. parce que du coup, en France, on a ce qu'on appelle la chronologie des médias, et c'est carrément en lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire que quand un film sort en salle, mais on peut pas tout de suite directement le sortir sur une chaîne de télé ou le faire en DVD. Il faut qu'il y ait un temps entre chaque. Par Il y a exemple, un calendrier prévu très fixe. ouais. Alors par exemple, du coup, alors ça dépend du succès du film en salle, mais en général, pour des films qui font plus de 100 000 entrées dans le mois de sa sortie en salle, Parce qu'il y a un film qui marche bien. qui marche bien, ouais. Au bout de 4 mois après sa première sortie en salle, il pourra sortir en DVD ou en vidéo à la demande à l'acte, donc à l'achat. Ensuite, 8 mois après la première sortie en salle, ça va être les TV payantes de cinéma, genre Canal+ et OCS. Alors, c'est réduit un petit peu si la télé a participé dans le financement du film. En gros, effectivement, toutes les sociétés toutes les chaînes de télévision ont des accords ou pas avec le CNC, en tout cas les organisations du cinéma, et que normalement de base, quand tu passes un accord, quand tu es chaîne de télé, tu dois investir dans la production cinématographique européenne et française. Alors, je sais plus les quotas, mais voilà, il y a des pourcentages. Ça diffère de chaque cahier des charges, en fait. Ouais, Ils c'est- signent des cahiers des charges très précis en fonction de chaque chaîne. Ouais, voilà, mais c'est assez différent. Mais le but, en fait, c'est que chaque personne qui va pouvoir diffuser, si Et mis sa pierre à l'édifice. voilà, c'est-à-dire que du coup, si tu mets beaucoup dans le film pour qu'il soit produit, évidemment, tu vas être le plus prioritaire possible. Et à l'inverse, si tu n'as mis aucune brique dedans, eh ben, tu seras le dernier à pouvoir le diffuser. Mais si bien que, donc du coup, là, je disais 17 mois, enfin, au bout de 8 mois, c'est les TV style Canal+. Mais par exemple, au bout de 17 mois, pardon, donc c'est plus d'un an après, Un an et Même- demi, ouais. un an et demi même, ouais. C'est en vidéo à la demande, mais sur des plateformes dites vertueuses. C'est-à-dire, c'est des plateformes qui respectent la loi française en termes de quotas, comme on disait. Alors, dites vertueux, c'est avec des grosses guillemets, c'est-à-dire les Ouais. plateformes qui nous donnent de l'argent, hein, Voilà. pour traduire. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Tu passes Salto, des accords par avec. exemple.
Oui, voilà. Ouais. Après, c'est. qui vient de la télé. Il n'y a, pas beaucoup. Voilà, c'est pas le même. Les plateformes virtueuses, voilà, on va pas tomber sur du Netflix, hein, c'est clair. Oui, Hein. très clairement. Et donc, du coup, c'est des accords avec les professionnels, etc. Mais pour c'est respecter. assez long finalement. Enfin, 17 mois. C'est déjà long, hein, pour Enfin, c'est quelqu'un déjà qui long. participe, Voilà. quand même, qui fait des concessions pour Oui. participer. Et hein. sachant que derrière, je suppose que tu as Netflix. Et donc, du coup, c'est seulement au bout de 36 mois, donc 3 ans, enfin plus de 3 ans, non, 3 ans, après sa sortie en salle, que le film peut être diffusé sur Netflix. Et 3 ans, c'est énorme, évidemment, et que du coup, pour Netflix, c'est pas arrangeant. Enfin, un film, Enfin, au bout de c'est 3 ans, clairement tout le pas monde l'a vu, rentable. ça sert à rien de l'avoir. Et donc, du coup, Netflix, on a un peu ras-le-bol, normal, et que. Tu parlais des Oscars, mais pour tout festival aussi, c'est difficile de Netflix de pouvoir participer à des festoches. Donc du coup Netflix, alors c'est vrai qu'en plus en ce moment c'est assez particulier comme année, mais en France aussi c'est pareil. Maintenant il y aura des bouchons au cinéma quand on va pouvoir y retourner. Donc là maintenant le CNC dit s'arrange, mais c'est au cas par cas, voit les films pour qu'ils puissent être disponibles directement en VOD, au cas par cas. Là, En fait, le problème que tu décris ici, Nicolas, c'est que le CNC, donc, qui est l'organisme en France qui gère le cinéma, c'est le Centre cinématographique national de cinématographique et de l'image animée, ouais. qui, lui, finance beaucoup les films, et ce n'est pas l'État, c'est le CNC, c'est vous qui y participez tout simplement en achetant votre ticket de cinéma. Il y a 10,4% qui repart au CNC à chaque fois, qui sont investis dans les films. Bien sûr, il y a les régions après et tout ça. Et là où c'est important, c'est que quand on est aidé pour un film par le CNC demande à ce que ce film ait un visa et qu'il sorte au cinéma. Et c'est une condition pour avoir la fin de l'argent et finir le film, en fait. Et si on n'a pas cette condition-là, ce qui est un peu impossible en ce moment, et on ne reçoit pas la fin de la subvention et on peut pas terminer ou alors finir de payer tout le monde. Donc c'est là où c'est important de le préciser. C'est ça aussi, ouais. Puis en plus de ça, il y a Netflix, Netflix qui est distributeur, s'arrange du coup quand ils veulent faire des films pour aller dans le pays en question, trouver des sociétés de production, notamment des producteurs exécutifs. Mais les producteurs exécutifs, là en ce moment, ils peuvent pas bénéficier des aides que le CNC peut proposer pour la production française de cinéma. Parce que Netflix n'est pas considéré comme un diffuseur à proprement parler dont le film peut être financé par le CNC. Donc pour l'instant, c'est Netflix qui sort pour beaucoup de projets presque tout en cash, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'aide. Et donc justement, là en ce moment, parce que non seulement on se rend compte que Netflix aussi a de la valeur, enfin en soi, je veux dire, produit des films intéressants, intelligents. Crée de l'emploi. Créer de l'emploi en plus. Et puis même, Netflix américain, le droit d'auteur, il n'est pas du tout respecté, mais en même temps, il y a quand même des gens qui veulent travailler avec eux, même Scorsese au final. Parce que, Netflix, grâce à eux, je peux faire un film de 3 heures. Grâce à Netflix, tu as une liberté créative, t'as une liberté qui est créative, plus importante qu'avec du- les grosses majors américaines. et puis t'as du merde. Du public. Du public, Ouais. ouais, voilà, c'est ça, ouais, t'es Ton connu. film va être Ouais. revu. Alors que du coup, pour quelqu'un en salle, le système classique, en tout cas en France, c'est un peu plus compliqué de se dire je vais réussir à faire mon film. Là, pour le coup, Netflix sort le budget. Ok, t'as pas les droits d'auteur dessus, mais on te le fait, quoi. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a une petite anecdote. Vous vous souvenez du film Okja? Oui. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Ça me dit quelque chose, mais Avec j'ai le pas cochon, trop suivi C'était sorti l'histoire. en Ouais. 2017 sur l'histoire d'amitié un peu entre une petite fille et un cochon transgénique en fait, le fruit d'OGM et tout. Puis en fait c'est aussi un peu une fable écologique et enfin ça parle aussi de la question du bien-être animal, ça parle de plein de choses. Et ce film-là, c'est un film de Bong Joon-ho. Donc oui. en fait, celui qui a gagné la Palme d'Or là dernièrement avec Parasite, il est donc sorti en 2017 sur Netflix, exclusivement sur Netflix, et il était sélectionné à Cannes cette même année-là. Et ça a fait Et scandale. ça a fait scandale. Le président du jury, Pedro Almodovar à l'époque, s'était vraiment engagé en disant ce film n'est pas sorti en salle, il n'a pas sa place ici. Voilà, il s'était vraiment assez militant. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal d'interviews de Bong Joon-ho après coup qui expliquaient que en fait, il y avait que Netflix qui lui avait permis d'avoir la liberté créative suffisante pour faire ce film, qui d'ailleurs a été un succès public et critique derrière. Et il disait, mais moi je suis allé voir les gros studios, on me disait, bon, en fait, c'est pas trop cher ton film, mais bon, tu vas beaucoup trop loin dans les problématiques ça va abordées. jamais marcher sur les le chaînes, végétarisme, on peut pas les vendre, voilà. quoi.
Du coup, les studios se sont fermés. Il pouvait pas non plus le faire dans le cinéma indépendant parce qu'on lui disait ah ouais mais ton film il est super mais t'as vu il coûte 55 millions de dollars c'est infaisable, c'est beaucoup trop cher. C'est pas la thune là. Et donc au final il disait que Netflix lui avait permis de réaliser le film qu'il avait envie de réaliser, d'avoir le final cut et de tourner exactement toutes les scènes et que est-ce que finalement c'est pas ça qu'on attend d'un producteur de cinéma quoi. C'est le tout le C'est là où débat. c'est tout mais je crois qu'on en parlait du coup la dernière fois avec Snyder Cut du coup qu'effectivement un bon producteur ça va être celui qui va quand même imposer un mini cadre pour qu'à l'intérieur l'artiste puisse se développer autant qu'il le souhaite. Mais sachant que Netflix est quand même assez spécifique parce que c'est à la fois un producteur dans le sens où il met de l'argent, un mais distrib aussi c'est surtout un distributeur. Mm. Donc en fait, c'est un producteur-distributeur qui dépense de l'argent pour nourrir son propre catalogue. Là où les distributeurs d'habitude juste achètent les films qui sont faits, quoi. Ouais. Donc c'est un double statut un peu difficile et on va voir comment ça va évoluer, mais je pense qu'ils ont de l'argent à mettre dans le cinéma français notamment. Ouais, alors du coup justement en ce moment, parce qu'on voit que c'est compliqué et qu'on voit que Netflix a beaucoup d'importance et a son mot à dire. Du coup là, il me semble aux dernières nouvelles que le CNC est en discussion pour dire ok, si vous pouvez participer dans la production française, parce que là pour le moment c'était pas le cas. Chaque chaîne a un chiffre, un certain pourcentage de son chiffre d'affaires à investir dans la production du cinéma. Netflix pour le moment c'est rien du tout. Et donc l'idée c'est justement de faire en sorte qu'ils puissent investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais du coup en échange Netflix souhaite être prioritaire, en tout cas bien avant les 36 mois imposés par la chronologie des médias, et en même temps que ces producteurs exécutifs, en l'occurrence français, puissent bénéficier de certaines aides, des aides sélectives du CNC, des aides ils veulent devenir automatiques. Un diffuseur classique. Voilà. Ou aussi du coup le crédit d'impôt quoi. Mais oui, exactement. Donc du coup là c'est en discussion parce qu'on sent bien que de toute manière les choses évoluent et surtout la France galère avec la chronologie des médias, c'est toujours été prise de tête avec toutes les inventions qu'on a, la vidéo de la demande, l'achat, l'abonnement. C'est une vieille invention. Hein. Bah ouais c'est ça. Donc c'est aussi quelque chose qui protège. C'est une invention qui est censée protéger la diffusion en salle et qui était censée aussi permettre d'avoir de l'argent pour produire quoi. Bon, voilà un peu le cadre. Pourquoi est-ce que ce film aussi il est intéressant au-delà du film en lui-même? Mais bon, on va en discuter quand même. Oui, du coup, un podcast pour un objet culturel. Sur notre catégorie top et flop, top ce et qu'on a flop, aimé, ce qu'on a c'est moins parti. aimé. Est-ce que tu veux entamer, Corentin? Eh ben j'entame. Top et flop. Moi je trouve que Georges Clooney, donc qui réalise et qui joue dedans, pour moi c'est un top. Parce que Georges Clooney, d'habitude, on le voit toujours en beau gosse, un peu, mec un peu plus mature, mais toujours très beau gosse, très James Bond, très voilà. Et là, on le retrouve avec une grosse barbe, très taciturne, vraiment pas joyeux, mais assez juste, je trouve. Et enfin, j'avais pas l'habitude, j'avais pas du tout. C'est dans la retenue, ouais, c'est vrai, ouais, complètement. Non, mais c'est pas faux, c'est vrai. 4 tonnes, malgré des fois des péripéties un peu. Et alors, du coup, il joue un vieux monsieur parce qu'en fait, son personnage a 70 ans dans le film, alors que l'acteur en a une cinquantaine ou début de cinquantaine. 60, je pense. Ouais, peut-être. Je vais vérifier ça. On va vérifier ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Clooney a perdu 12 kilos pour le rôle. Ouais, mais il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit souci, Nicolas. Non, mais vas-y, je t'en prie. Il a été hospitalisé, je crois, à la suite de ça. Parce que, alors, il a 59 ans, dans la vraie vie, et là, il fallait qu'il en fasse 10 de plus au moins. Et du coup, il a perdu beaucoup de poids en très peu de temps, et en fait, il a développé une pancréatite, qui est quand même une maladie un peu dangereuse, parce que si c'est pas traité, ça peut être mortel. Ouais. Et donc, il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines avant le début du tournage, et lui qui devait cumuler la casquette de réal et d'acteur principal, ça l'a pas mal fatigué avant le début du tournage. Et pour le coup, là, dans le film, il joue un personnage, donc tu l'as décrit un peu tout à l'heure, Nicolas, qui est un scientifique, un astronome qui étudie les étoiles et surtout les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui pourraient ressembler à la nôtre et être habitables, et qui a 70 ans, qui a une maladie. Alors je sais pas si. Mais je crois que c'est le cancer, si j'ai. Oui, mais en tout cas, il a des dialyses. Je l'ai juste lu. Ouais, je l'ai juste lu. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas dit dans le film. Tous les jours, il doit changer son sang, en fait, purifier son sang et se le réinjecter après. Donc il a une maladie très lourde et tout le monde part. Ça, c'est le début du film. Je vous spoil rien. Tout le monde part se réfugier sous terre parce que l'atmosphère devient irrespirable. Et pourtant, ils sont toxiques aussi. Au pôle Nord, il me semble. Donc le dernier endroit atteint, et lui décide de rester.
pour prévenir ce fameux vaisseau notamment, et surtout parce qu'il a plus rien à vivre en fait. Enfin, Parce que il, ce qui il se est passe, condamné c'est que quoi. du coup, donc la Terre est dans une catastrophe écologique intense. La Terre a envoyé plusieurs expéditions pour trouver la fameuse planète qui pourrait accueillir la vie humaine. Et il reste encore une mission en cours. Et du coup, il y a un vaisseau qui n'est pas encore rentré sur Terre. Et c'est celui-là que le personnage de Clooney va vouloir prévenir à tout prix Et alors, pour le les- coup, moi, c'est un gros flop. De quoi Ce truc, ce scénar... enfin, ce petit truc de scénario et surtout toute la problématique du film, en fait. Là, il n'y a pas de... Pardon, il y a pas de gros spoil, mais le fait qu'il essaye de prévenir le dernier vaisseau de toutes les missions, sachant qu'il y en a quand même une qui est partie vers la même planète après celle qu'il essaye de prévenir, donc pourquoi ne pas les prévenir eux? C'est quand même un peu gros parce que on est en 2049. On pourrait croire qu'en 2049, on arrive à faire un message automatique qui joue en boucle et qui s'envoie régulièrement vers les vaisseaux, quoi. Et bon, ce truc on a besoin d'un homme qui prévient le vaisseau parce qu'ils sont pas au courant depuis 2 ans. Toi, c'est le côté réalisme un peu du C'est- scénario. En fait, c'est même pas du réalisme, c'est juste du bon sens. Quand on utilise quelque chose d'aussi évident, enfin, nous, on réussit pas à se contacter, on se réussit pas à s'appeler, on fait quoi? On se laisse un message. Bien sûr qu'ils auraient pu laisser un message en disant ne revenez pas, c'est la merde. Et le scénario vole au-dessus et ne le prend pas, sachant que, bon, pour la petite histoire, ça on n'est pas obligé de le savoir, mais Jupiter, donc ils partent vers une lune habitable, entre guillemets, de Ça s'appelle Jupiter. K83, quelque chose comme ça. K23. K23. Hmm. Ce qui est déjà, enfin Jupiter, on a des sondes autour et on connaît toutes les lunes, surtout Faut aussi pas y proches. aller. Et puis en plus, il y a rien, quoi, très clairement, mais bon, passons. Surtout Jupiter, tu peux la voir depuis ton jardin avec un télescope. Ce qui veut dire que la plupart du temps, quand elle n'est pas cachée derrière le Soleil, ce qui veut dire que tu peux complètement envoyer à n'importe quel moment un message. En fait, elle est toujours à portée. C'est pas quelque chose qui n'est pas emporté en mode ah, c'est la première fois qu'on a des nouvelles de la Terre. Et c'est un problème de scénar pour moi parce que en fait, j'arrive pas à rentrer dans l'intrigue en me disant bah ouais, fallait juste laisser un message vocal, quoi. Ça, c'est un de mes flops. Je vois ce que Ok. tu veux dire, mais je suis d'accord que dans les flops, et ça a souvent été redit dans les critiques qu'on peut lire sur Internet, c'est les soucis de cohérence, en tout cas scientifique, machin. Même, tu sais, ils sont au pôle Nord, les jours durent 24 heures. Bah non, même pas. Genre, j'ai l'impression qu'il y avait des nuits autant que nous, on en a, quoi. Oui. Et ça, c'est pareil, du coup, je bloquais. Après, tu vois, bon, ok, il y a plein d'incohérences, mais c'est vrai que de toute manière, dans les films de science-fiction, c'est très difficile. C'est quand même bien de pouvoir s'en détacher, même si Oui, on est le un plus petit proche peu, possible pour ouais. se permettre des choses. Je suis d'accord, c'est gros. Ceci dit, par rapport, moi, en tout cas, au message sous-jacent que j'ai ressenti pendant tout le film, qui a trait à la communication, euh, j'ai l'impression que du coup, sans ce truc-là, ils peuvent pas faire le film. Et c'est là où c'est un problème mais pour voilà. moi. C'est que du coup, on base tout le film, et ça, c'est un top. En tout cas, pour moi, il y a un côté poétique. Il y a un message un peu poétique là-dedans de comment est-ce qu'on discute, comment est-ce qu'on communique, et ce rapport à la mort aussi. Et on base tout sur quelque chose de bancal. Ouais, mais d'accord. Et Ok, du alors, coup, ça enlève un peu de je saveur de comprends mon que côté. ça te bloque. Moi, pour le coup, Pas du tout. alors c'est pas que ça m'a pas bloqué, c'est que du coup, je me suis dit que le film était vraiment, enfin, l'ancrage de science-fiction du film était vraiment un prétexte finalement, et que ce qu'il avait envie de nous raconter, Georges Clooney, j'ai l'impression que c'est pas du tout forcément une histoire de science-fiction avec des vaisseaux, des trucs comme ça. Alors, ça prend cette forme-là, et on en discutera tout à l'heure, mais moi, j'avoue que j'ai pas trouvé que c'était un super film de science-fiction. Je me suis pas. Ça aurait pu Voilà. être une guerre avec Je un me suis un soldat peu perdu, quoi. ennuyé en fait, mais j'ai l'impression surtout que ce qu'il a voulu nous raconter, c'est comme tu dis, Nico, quelque chose de communication, d'une impossibilité de communiquer, de ce personnage qui s'est complètement enfermé, qui est solitaire, misanthrope et tout ça. Et que du coup, ça fait beaucoup d'effets dans tous les sens pour une histoire que, pour moi, qui était intéressante. Le thème était intéressant, mais qui aurait pu prendre plein d'autres formes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez dommage. Et puis, comment dire, moi, il y a un de mes flops, ouais, si c'est un de mes flops, j'ai l'impression d'avoir vu, comme tu disais dans le pitch, Corentin, j'ai l'impression d'avoir vu Interstellar mêlé à Gravity en même temps, en moins bien. Et c'est hyper con parce qu'il y avait vraiment des très beaux plans. Et en fait, je pense aussi que l'idée qu'il veut faire passer et tout, elle est vraiment touchante, elle est vraiment chouette. Mais c'est vrai que c'est hyper dommage du coup d'en avoir perdu un peu l'essence à travers plein de moments où, Référence, en fait. ouais, puis on comprenait On a pas l'impression qu'il forcément. a pris plein de petites pincées de plein ouais. de choses qui ont marché, qui ont été réussies, qui sont intéressantes, et qu'il en a fait quelque chose en voulant parler de ce thème-là, de la communication. Parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu, on sent que voilà, c'est un personnage qui doit communiquer avec, à des années-lumière, mais qui a toujours failli à communiquer avec les gens les plus proches de lui toute sa vie, Voilà. que ce soit sa famille, son amoureuse, voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc le message est, comme tu dis, assez beau, mais
Mais Il y a surtout ce truc de flashback en fait, aussi dans la qui sont- communication. Pour donner un peu de contexte, en fait, ça se passe à 2 endroits. Ça se passe dans l'espace avec les personnages qui sont partis vers K23, la lune soi-disant habitable, et qui reviennent vers une Terre dévastée en 2 ans. Et de l'autre côté, George Clooney qui est un peu le dernier humain sur Terre qui n'est pas sous Terre et qui reste là, lui, au pôle Nord, essayer de les prévenir. Il change d'antenne. Enfin, voilà, c'est pas pareil, pas un gros spoil. Euh, et on a 2 endroits comme ça. Et lui, George Clooney, en tout cas son personnage, Augustin, on a régulièrement des flashbacks de sa vie qui sont qui montrent son incapacité à communiquer, mais qui sont pas très liés au film, j'ai Du l'impression. tout, c'est amené comme un cheveu sur la soupe. Et en même temps, au tout début, c'est pas forcément évident que ça soit George Clooney. Hein. Oui, alors moi j'avais pas compris, Ouais, effectivement. moi, pareil, il m'a fallu 2-3 flashbacks pour connecter les liens. Et ce truc-là, enfin, c'est là où il manque quelque chose, je pense, pour nous tous. Il y avait moyen de faire plus simple, en fait. Il y avait moyen de faire plus simple, quitte à donc que les flashbacks soient un peu plus courts, peut-être, ou je sais pas comment, mais il y a un problème de montage, en fait. Mm. Et moi, je trouve que le ping-pong entre la Terre et le vaisseau marche bien. Je trouve que le rythme est assez bon là-dessus, et tout le début du film prend son temps pour installer George Clooney seul et tout. Bien C'est assez beau, quoi. bien que ça soit, tu vois, quand j'essayais d'écrire le pitch en une phrase, c'est difficile de se dire finalement quel est le personnage principal. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est George Clooney, mais je trouve que par rapport au montage et au rythme, finalement, à un moment donné, les membres de l'équipage de la mission vers 43 là, deviennent vraiment très très prépondérants et délaissent un petit peu George Clooney. Mais c'est vrai que c'est le montage, enfin d'avoir 2 univers comme ça, surtout dans la glace, dans la neige et tout, c'était quand même séduisant avec C'est les ça. images. Et moi, c'est un peu un de mes flops, justement, cet équipage-là qui part vers K23. J'avais l'impression de voir un film de science-fiction complètement random, en fait. Oui. Il y a un peu tous les clichés de la SF qu'on reprend, c'est-à-dire l'expédition spatiale avec très peu de personnages, promiscuité, et donc on sent que voilà, donc là ils s'entendent plutôt bien, mais bon, on sait que ça peut peut-être vriller. Ils sont un peu perdus parce que l'expédition, bah voilà, ils ont des problèmes, il y a des champs de météorites à fond, voilà. Il va y avoir, Attention au spoiler. en tout cas, attention spoiler, ouais, mais en tout cas. Avancez de 2 minutes si vous voulez pas Ouais. de spoiler. Mais donc, on sait qu'à un moment, il y en a un ou plusieurs qui vont mourir parce qu'il faut bien que faut de l'enjeu dramatique, donc il faut C'est une ça. grosse scène d'action avec de l'entraide, des choses comme ça. Ils vont sortir dans l'espace parce qu'il y aura une avarie, il faut réparer un truc comme ça en scaphandre et tout. Et en fait, du coup, c'est un petit peu des patchwork de plein de choses, mais qui rajoutent pas grand-chose, en fait, moi, je trouve. Ouais. Parce qu'on a l'impression que ce qu'il veut nous raconter, c'est vraiment ce qui se passe sur Terre avec Ouais. avec donc du coup le personnage joué par Clooney et puis la rencontre qu'il va faire de la petite fille au tout début et qui va l'accompagner dans un espèce de binôme. Mais en fait, toutes ces parties-là, elles sont quand même très lentes. Ouais, Euh. en fait, on comprend pas vraiment pourquoi elles servent de prétexte, comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment un prétexte. Et ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment touchant si on avait eu un message vraiment clair. Et là, le film veut nous le déguiser un peu sous une forme de science-fiction avec des codes qu'on connaît, en fait. Effectivement, encore une fois, spoiler, il y a un moment où il y a une chute, une pluie de météorites, mais 2 fois en 5 minutes. Les gars, c'est gros l'espace, hein. C'est grand. Hein. Il n'y a pas des pluies de météorites comme ça dans un espace qu'on connaît, parce qu'on le voit depuis 400 ans, en fait, cet espace-là. C'est pareil, c'est un de mes flops. C'est pas un espace inconnu. Enfin, je peux le regarder avec mon télescope, cet espace entre Jupiter et la Terre. Donc, bon. Voilà, mais En fait, il y a des ficelles narratives qui sont vraiment très, elles sont très, très énormes, fortes quoi. et qu'on a déjà vu et Ouais. beaucoup de fois vu et qui, pour moi, font que, ben, comme l'histoire à côté, elle est pas non plus hyper prenante, on décroche assez vite du film et moi, je me suis un peu ennuyé des fois. Mais ce qui est dommage, parce que on est tous les trois d'accord pour dire qu'effectivement, ça aurait pu être très touchant, qu'il aurait pu avoir vraiment des bons moments. Et c'est vrai que quand ils sont du coup dans l'Antarctique, là, pas au pôle Nord, à un moment, vous vous rappelez de la scène, attention, petit mini De spoil. toute façon, là c'est spoil jusqu'à la Mm. fin jusqu'à dans 3 Ouais. minutes. Voilà, à peu Non, près. mais du coup, en gros, pour rajouter un petit peu d'intensité, à un moment donné, il est dans le blizzard avec la gamine qu'il a trouvée, et pouf, d'un coup, elle disparaît, et puis attention, il y a peut-être des loups à côté. Et au final, je trouve que c'est une scène qui n'a pas spécialement marché, notamment par la fin, par comment elle se finit. Et du coup, preuve qu'il a du mal, ouais, effectivement, à faire décoller l'histoire qu'il veut raconter. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait vraiment des trucs trop cool, je pense qu'il aurait pu faire. Et en même temps, ça m'a fait un petit peu rigoler ou je sais pas quoi, mais
c'était intéressant parce que de temps en temps, je voyais un petit côté The Last of Us, notamment avec. Alors justement, j'allais vous en parler. Est-ce que vous pensez pas que George Clooney serait vachement mieux que Pedro Pascal bah, dans et The Last of Us? franchement, en tant que Joël, Donc l'adaptation En tant du que jeu Joël. vidéo The Last of Us qui va sortir au cinéma. Ouais. Et donc moi je vais commencer une pétition pour que George Clooney soit, Non, mais soit dans The Last of Us en tant que Joël. sans deck physiquement, j'étais ça pourrait marcher de ouf quoi. Ouais. Et en même temps, je pensais un petit peu, on en avait traité, c'est du film La Route. Parce que du coup ce binôme comme tu dis complètement. entre un vieil homme avec du coup un gamin, enfin une petite fille, un petit garçon, Il y a les côtés et protection, ouais, transmission. c'est transmission donc par rapport à la communication et tout qui est vraiment touchante quoi, mais c'est vrai que ça peine à décoller et donc du coup il galère en termes de rythme, donc du coup il utilise les membres de l'équipage du vaisseau pour ajouter de l'intensité. Alors certes, mais c'est de l'intensité qu'on connaît bien, que même si c'est bien Qu'on voit foutu, venir. voilà, ouais. Moi j'ai un ressenti qui est entre le flop et le top. Le top flop. Le top flop, Le flop mlop, le mlop. Et c'est qu'en fait, le film, en fait, finalement, il est aussi, il a un certain écho avec l'année qu'on est en train de vivre. Je sais pas si vous. Qui est un vous avez ressenti la même chose, voilà quoi. Et parce que et c'est un peu déprimant en fait, parce que l'année qu'on vit n'est pas la plus chantante qu'on a eue depuis longtemps, hein, entre la crise climatique qu'on Non, a ça depuis va, déjà ça va. des années, plus la pandémie qui revient. Et je trouve que ce film, il conjugue un peu les deux, parce que quelque part, on parle un peu de ce truc de crise climatique, puisque la Terre est inhabitable, on a perdu notre maison, et voilà. Et en plus, il y a le côté pandémie du genre, l'air est vicié, donc tout le monde est en train de mourir, ou enfin le fait même de vivre est un danger en tant que tel, de respirer. Et du coup, c'est à la fois cool parce que c'est un écho particulier. Moi, je me suis dit, tiens, ouais, ça parle aujourd'hui, en fait, ce film. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est un peu déprimant. Et surtout, en fait, je suis pas sûr qu'il l'ait voulu comme ça, parce qu'en fait, le film est bien, bien antérieur à Oui, ce qui parce s'est que là, passé. je crois que ça sert pas dedans, mais c'est le juste tournage un était fini en coïncidence. février 2019. Oui, c'est ça. Ou 2020, du coup. Enfin, avant. C'est bien avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas un film feel good. Ah, Non, ce que je veux dire. Alors, par contre, du coup, là, ça, c'est un de mes tops. Et le truc qui était cool quand même, c'est que contrairement à beaucoup de films où le héros a encore le temps de changer la donne et de faire en sorte que la Terre soit habitable à nouveau, ou que du coup, on nous dise, ah bah, c'est des zombies ou bien c'est machin. Là, pour le coup, on sait pas. Mais en fait, nous-mêmes, par rapport à notre conscience de ce qu'on fait sur Terre, on sait pas se ce qui va doute. nous arriver. En Ouais. fait, on sait pas quelle a été la catastrophe et c'est cool de jouer là-dessus. Mais on sait tous, en tant que spectateur, vu qu'on est tous au courant de ce qui se passe en vrai, que ça a un lien avec l'espèce humaine, qu'on a merdé quelque part. Et même George Clooney le dit aussi à la fin, là, on n'a pas su préserver, pendant que vous étiez pas là, on a fait de la merde, quoi. Et je trouve que c'est un top quand même de ne pas s'attarder sur les raisons vraiment dans le détail de la crise. Et complètement. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est pas tant que ça un film de science-fiction vraiment, du parce tout, que je ce qui pense nous que t'as intéresse raison. c'est pas comment on en est arrivé là, c'est plutôt le film est un espèce de truc un peu symbolique Ouais. pour parler d'autre chose en fait, Oui. et on s'en fiche de savoir qu'est-ce qui nous a mis comme ça ou voilà. Alors après, c'est pas un film de science-fiction, mais il est quand même nommé et nominé aux Oscars pour ses VFX, pour ses effets spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, Damien? Eh ben alors en fait c'est vrai que ce film est nommé dans la catégorie meilleur VFX aux Oscars 2021, et c'est vrai que en fait il y a toute une partie de l'équipe qui a tourné sur ce film qui a aussi bossé sur d'énormes productions de films de l'espace un peu, notamment la personne qui a supervisé les effets spéciaux, c'est celle qui a supervisé sur ceux de Gravity. Ok. Donc le film qui était Moi, sorti je suis fâché avec Gravity aussi niveau science, donc. niveau science, ouais, mais niveau effets spéciaux. Parce que là, Ouais, c'est- non, c'est pas ça, niveau le- effets spéciaux, c'est vrai, mais oui, mais vas-y. Donc des spécialistes un peu du genre. Il y a aussi toute une partie de l'équipe qui a bossé sur Interstellar et sur 2 épisodes de Star Wars par exemple. Donc en fait, c'est pour ça que ça avait vraiment le même. La même patte, la même un peu, patte, quoi. ouais, complètement. Et du coup, alors Lesquels de Star Wars, du coup alors je sais pas quel numéro de Star Wars. C'est mais les c'était derniers, je pense. Les dernières trilogies, C'est quoi. certainement la dernière Ah ouais, donc trilogie. ok, Mm. ok. Et alors pour vous donner un espèce de petit éventail de des techniques qui ont été utilisées dans ce film, parce que en fait c'est marrant, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi en éteignant le film hier soir, je me suis dit bon, certes les effets spéciaux sont bien, il y a rien qui m'a choqué, mais je me suis pas dit waouh, Ouais, moi le j'ai feu cherché même. d'artifice des effets spéciaux. Oui, quoi. mais c'était Surtout quoi, qu'à le- des moments, j'étais en mode c'est bizarrement fait. J'avais l'impression de voir 300, tu sais, je veux dire, quand ils sont quand elle fait le cauchemar, Sully, qu'elle est sur la planète K23. Oui. Et du coup, qu'elle se balade là sur la planète, Oui. c'est trop bizarre. Enfin, dans un sens, je trouve que c'était chouette. Il y avait un Esthétisé côté un peu. esthétique quand même Mm. cool. Et puis tu voyais Jupiter et tout, c'était sympa. Mais tu dis, c'est pas du tout réaliste, donc je comprends pas le. Mhm.
Bah, en fait, là où visiblement il y a une prouesse technique assez forte, c'est que il y a énormément de plans larges dans l'espace, notamment dans cette fameuse séquence dont on a parlé, donc spoiler alerte encore une fois, où ils doivent réparer à l'extérieur le radar et puis les télécommunications qui se sont fait arracher par la pluie de météorites. Et du coup, en fait, tous ces plans larges-là, les visages ont été numériquement remplacés de tous les comédiens. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, quand ils sont en train de visser des trucs et tout ça, on a l'impression de voir les comédiens dans des scaphandres et tout ça. Tout ça a été fait numériquement en utilisant. Mais pourquoi donc? Alors pourquoi donc? Ça c'est étrange. Alors ce qu'ils disent dans les making-of et les vidéos de présentation, c'est que pour faire des plans larges comme ça, avec beaucoup de zoom, beaucoup de choses et bouger la caméra à 360 degrés autour des objets, eh ben, c'était trop compliqué de faire des acteurs là-dedans parce que les studios n'étaient pas assez grands, on n'avait pas assez de grues, de choses comme ça. Donc tout a été fait sur ordinateur et tout ce qu'on voit à l'écran, c'est du numérique. C'est du 3D. Et donc du coup, ils ont utilisé les mêmes techniques qu'il y a en ce moment dans les jeux vidéo De motion capture. alors de motion capture et puis surtout d'animation par image clé. Ce qu'on appelle les images clés, c'est quand en fait on demande à un comédien de faire plusieurs animations, enfin plusieurs têtes différentes en mettant plusieurs émotions, et c'est un logiciel qui prend le relais, Il fait pour les liens. les animer entre elles et faire passer dans tout le spectre d'émotions ce qu'on veut faire jouer au comédien. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est passé sur toutes les scènes de plans larges dans Mais écoute, l'espace. pour le coup, ça passe bien. Et ça passe plutôt On s'en bien, est pas rendu honnêtement. compte du tout. Et c'est aussi là que je me suis dit que en fait, le fait qu'on s'en rende pas compte, c'est que c'est réussi finalement. Ouais, Et c'est clairement. que ça nous a pas Par choqué. rapport à Justice League, par exemple. Voilà, complètement. Et d'ailleurs, cette technique-là, elle a été utilisée en premier sur Avengers Endgame, sur le Vision. personnage de Hulk. Ah non, je crois que c'était Vision, moi. De Mais non, Hulk, t'as raison. Smart Hulk. Vous savez, Ah celui oui, qui est, en fait, entre les deux, quoi. ouais, c'est ça, qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'il peut pas le monstrueux, mais qui, quand il a une chemise et qui fait de la science. Voilà. Ouais, de la science. Enfin, de la science, ouais, complètement. Et donc, il y a une autre prouesse technique que tout le monde a inventée et qui serait aussi une des raisons pour lesquelles ce film est sélectionné aux Oscars. C'est la fameuse scène au moment où, en fait, un des personnages revient et a été blessé durant la sortie dans l'espace. Et en fait, on voit, quand elle revient, elle commence à avoir des gouttelettes de sang qui se baladent un peu dans son scaphandre. En apesanteur. Et il y a tout un moment, du coup, où ils se rendent compte qu'elle est vraiment blessée et où ils lui enlèvent son scaphandre. Et là, il y a une espèce d'explosion gélatineuse De billes de sang. de billes de sang, ouais, parce que du coup, comme on est dans une zone de zéro gravité, le liquide se déplace par petites masses compactes comme ça, qui est un peu comme de l'encre. Voilà. Et du coup, là, ils se sont beaucoup... en fait, c'est une scène qui a duré un seul jour en tournage, c'est-à-dire avec les comédiens qui font les gestes. Et le Mais par reste. contre, il y a eu 9 mois de post-production juste sur cette scène-là. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui, image par image, pendant 9 mois, a fait bon, bah alors ça, c'est une petite bille de sang, celle-là, elle sera dessinée comme ça, et celle-là, elle est comme ça, et puis il s'est fait chier pendant 9 mois C'est tous ça. les jours. Il y a eu des études, alors ils ont fait des études sur comment le mercure se déplace dans l'espace ou dans l'eau, comment le sang se déplace en zone de zéro gravité et tout ça. Donc ils ont vraiment, apparemment, il y a une recherche de réalisme total de ce point de vue-là. Et tout ça pour que je mange des bonbons à ce moment-là, quoi. En plus, à ce C'est vrai que moment-là. c'était assez hardcore hein, quand ils ont enlevé le casque et qu'on voit la giclée de sang en forme de bulle en plus, d'un sang On n'a pas très l'habitude. sombre. Ah ouais, j'étais... C'était un peu dérangeant parce qu'en fait, ce Complètement. qu'ils voulaient comme effet, c'était vraiment croiser ce côté à la fois horrifiant, parce qu'en fait, elle perd quand même des litres de sang, c'est assez impressionnant. Ça pue Quoi. la merde, ouais. Ouais, on se dit qu'elle va pas s'en sortir. D'ailleurs, elle le voit aussi. Elle se dit, Mais ouh, ça fait beaucoup de c'est pas sang. bon. Ouais, ça fait trop de sang, ça fait trop de sang. Et à la fois, ils voulaient garder le côté majestueux et le côté presque beau de la scène. En tout cas, ils voulaient esthétiser le truc pour pas Ça que marche. ça soit gore, en fait. Et Ça pour marche pas bien. qu'on voit une énième scène de sanguinolente, un peu comme on en a dans beaucoup de films d'espace avec les aliens et des choses comme ça. Voilà un peu l'histoire et le tour d'horizon des VFX de ce film. Et ben merci Damien. Rien. Et ce film, il nous a fait penser aussi, il a fait écho à pas mal de choses qui se passent en ce moment, dans la vraie vie, dans la réalité. Et notamment, moi je les appelle les petits explorateurs de l'espace, parce que je les connais bien, c'est des copains. Non, c'est pas vrai. Notamment, SpaceX par exemple, avec Elon Musk. Parce que c'est vrai que là on part un peu d'exoplanètes, D'exoplanètes, où la vie pourrait se développer, Alors, en de l'occurrence, terraformation, de choses comme ça. Est-ce que où on en est là-dedans scientifiquement aujourd'hui, Corentin, avec ce qu'on sait dans la vraie vie? C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Non, en fait, c'est ce qu'on sait dans la vraie vie. Déjà, on sait que les exoplanètes, c'est bien gentil, mais en fait, pour y aller, c'est pas trop possible, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont à des années, des centaines d'années-lumière. En 2049, donc. Oui, mais quand même, en 2049, de toute façon, on ne pourra jamais aller. C'est scientifiquement impossible d'aller à la vitesse de la lumière, déjà. On peut aller très très proche, mais c'est impossible d'aller à la vitesse de la lumière. Sachant que la vitesse de la lumière, alors, je ne veux pas dire de C'est conneries. 300 000
Ouais, 300 par 000 seconde. km par seconde. C'est ça. Dans le vide. Dans le vide, ouais. Et même à cette vitesse-là, en fait, quand les planètes, pardon, sont autour de soleil, entre guillemets, d'étoiles, qui sont à des centaines d'années-lumière, il faut des générations pour y aller. Et des générations, ça change en plus sur place. Bref. Et en fait, ce qui est le plus proche aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller sur Mars et de vivre sur Mars. C'est le projet de SpaceX notamment. Du milliardaire Elon Musk. Elon Musk, Très qui a connu. dit d'ailleurs en février que dans 5 ans et demi, il serait sur Mars. Il y aurait une mission humaine sur Mars. Voilà. Ok. Alors, il avait annoncé des choses déjà en 2015, puis Est-ce en qu'on 2016. peut le croire? Alors, il est toujours. C'est un bonhomme qui est optimiste dans la vie. Il est toujours un peu optimiste. Donc, on pense que ça prendra plus longtemps. Mais effectivement, il y a énormément d'argent qui est dépensé là-dedans. Il y a 3 jours, donc au jour de cet enregistrement, il y a leur énième essai. Donc, je crois que c'est leur 3e ou 4e essai de la fusée qui devrait aller sur Mars, qui s'appelle Starship. On est début avril là. Voilà, début avril, ouais, qui a explosé en atterrissant. Elle a atterri, puis elle a explosé. Mais bon, après, ça, c'est les progrès aussi. Il faut que ça explose pour qu'on comprenne. Hein. Alors, en termes de. Il y a des gens dedans quand ça explose? Non. Ouais. Si, à chaque fois, ils mettent les gens qu'ils Ouais. n'aiment pas de Ouais, la compagnie, ça mais évite tu sais, de les virer. Parce que bon, à l'époque, Oui. il y a des morts comme ça, quoi. Ouais, non, là, il n'y a personne. Ok. Alors moi j'ai lu quelque chose sur Elon Musk pour essayer de cerner aussi un petit peu le personnage et les excès parfois qu'il a. C'est que, alors du coup depuis 2015, il assure vouloir envoyer des bombes nucléaires sur Mars. Parce qu'en fait sa théorie Ah oui, c'était un tweet, ouais. c'était que le bombardement permettrait de libérer le dioxyde de carbone qui est retenu dans la glace martienne au pôle, Mm. et que du coup l'importante masse de CO2 qui serait libérée, en fait ça ferait un effet de serre sur la planète, donc ça la réchaufferait, et du coup ça permettrait de la rendre habitable. Alors, ce qui était scientifiquement apparemment pas fou, pas n'importe quoi. Mais effectivement, c'est un personnage assez ambivalent, parce qu'il a dit ça un peu comme une vanne, mais il y croyait aussi en disant en vrai, on se fait chier, on devrait faire ça, quoi. Et c'est toute l'ambivalence du personnage qui, d'un côté, on peut pas dire qu'il est bête, en fait. C'est un mec qui est très très intelligent, qui est un ingénieur et tout. Ben, Tesla et compagnie, il y a plein de choses derrière. Et qui, d'un autre côté, a plein d'ambitions qui sont un peu étranges parfois. Mais pour le coup, la mission vers Mars dans 5 ans et demi, les mecs y croient, hein, ça fait 10 ans qu'ils y bossent. Déjà, ils amènent des fusées de SpaceX vers la station spatiale internationale. Récemment, c'est devenu l'un des transports en fait réguliers pour les astronautes. Donc c'est des choses qui se font. On n'est pas encore allé chercher une exoplanète, hein. On n'y est pas encore. Par contre, on a eu très récemment, donc là en début d'année 2021, Perseverance, qui est le nouveau rover de la NASA qui s'est posé sur Mars pour continuer la découverte, et qui a là récemment, donc au début avril, lâché son petit hélicoptère miniature sur la surface de Mars qui s'appelle Ingenuity, non, Ah oui. Ingénieux ou quelque chose comme ça. Alors attends, Ingenuity, qui est donc l'ingéniosité, et qui pourra explorer la planète différemment en survolant la planète. C'est un espèce de petit drone, et c'est la première fois qu'on commande quelque chose à distance qui Qu'est-ce qu'on vole. peut attendre alors des découvertes qu'il peut faire? Alors c'est surtout par exemple les endroits où le rover ne pourra pas aller, parce que ça va assez lentement, c'est quelques kilomètres par heure de vitesse, et il y a des endroits qui ne sont pas accessibles. Ça peut être des creux, des falaises, des endroits assez abrupts que l'hélicoptère, enfin le mini-hélicoptère drone pourra aller explorer, et ça c'est quelque chose qui est très, très actuel et qui est tout à fait vrai, et déjà on va pouvoir explorer notre système solaire, si ce n'est pas tout de suite avec des humains, plus avec des robots qui sont souvent plus intelligents et en tout cas plus capables que nous techniquement de nous donner des informations, quoi. Ouais, le truc qui est intéressant avec ce genre de choses, notamment le coup des bombes là sur Mars, ça m'a fait poser la question, comment on va imposer un droit dans l'espace? Parce que tu vois, il y a un droit dans chaque pays, et dès qu'on est en eau déjà internationale et tout, c'est déjà un peu le merdier. Comment on fait en termes de droit? Parce que du coup, moi, j'ai pas envie qu'Elon Musk il foute partout sur la toile céleste des satellites qui vont niquer la vision qu'on a du... Admettons, ça pourrit ton ciel, t'as pas envie non plus. Et même, mec, tu vas envoyer des bombes nucléaires sur Mars, tu veux pas te calmer un petit peu? On peut peut-être... Non mais, enfin... Ça, c'est très américain. Non mais, hein. ouais, non, mais tu te dis... C'est comment l'envie on de fait conquérir, quoi. Ouais, non, je comprends. Non, mais je comprends que l'humain a toujours voulu explorer. C'est vrai qu'on est super curieux, voilà, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut pas... comment on va se mettre d'accord pour se dire qu'est-ce qui est éthique? Alors ça existe déjà, l'espace est censé... Il y a un traité qui n'a pas été signé par tout le monde, mais par beaucoup. L'espace est censé être réservé à la science et à l'avancement de l'humanité.
Et normalement, il n'y a pas de territoire, même si du coup, les États-Unis ont quand même planté un drapeau sur la Lune, mais il n'y a pas de territoire national dans l'espace normalement. En tout cas, super intéressant la zone de non-droit qu'est l'espace aujourd'hui encore. Quoi, Bah où- ouais, ouais. où Et on on- grise un peu. On peut en- même faire des films un peu pourris dans l'espace du coup. En parlant de ce film, du coup, on y revient. Instant potager et Instant wrap. potager et wrap, qu'est-ce qu'on en a retenu? Qu'est-ce qu'on en a gardé comme expérience? Qu'est-ce que ça nous a inspiré ou pas d'ailleurs? Et est-ce qu'on le recommanderait à des amis? Si oui, à qui? Nico. Ouais, que bah tu alors penses moi ça du coup j'ai quand même apprécié le moment, je suis content de l'avoir vu. Qu'est-ce que j'en tire? Bah un petit peu comme à chaque fois que je vois un film, on va dire les leçons de cinéma là en termes de rythme, d'histoire, etc. Quelles ont été les bonnes idées, quelles scènes m'ont marqué, pourquoi ça n'a pas marché. Donc voilà, je me suis posé pas mal de questions si j'ai envie de faire un film. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je le recommande quand même à tous les mordus de cinéma, déjà parce qu'il va être nominé aux Oscars, pas qu'il est nominé aux Oscars, et aussi parce que c'est sympa d'en discuter, non seulement par rapport au message qui est censé être véhiculé un peu mal du coup, mais que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est vraiment trop bien, mais pour en discuter des faiblesses aussi, et puis que ça reste quand même un film. Bon voilà, c'est quand même une sacrée production, quoi, donc pourquoi Oui. pas le voir, ouais. Mais bon voilà, c'est pour ceux qui sont pas fans de SF ou qui sont pas fans de drame, ce genre de choses, n'y allez pas, quoi. Corentin, qu'est-ce que Mais t'en moi, penses j'ai un message un peu différent du tien. Alors, le film, j'en retire quelque chose, c'est que j'ai l'impression que depuis Gravity, Interstellar, oh là là, j'ai fait un lapsus. Interstellar, on est coincé dans nos façons de raconter de l'espace. Un peu, enfin, j'ai l'impression C'est dans quoi alors? dans les codes, enfin, Gravity, ça ressemble quand même beaucoup à Interstellar, mais avec une autre histoire. Je veux dire, même dans la cinématographie elle-même, dans Donc les c'est plus dans la images, forme alors que dans le dans fond. la forme, et même dans la structure, en fait. J'ai l'impression qu'on pédale un petit peu et que ce film prend beaucoup à Gravity, notamment sur les dangers qu'il peut présenter aux personnages. Donc ça, pour moi, c'est pas un point positif, mais c'est juste quelque chose que j'en retire. J'ai hâte de voir un film de science-fiction dans l'espace qui raconte quelque chose de différent. Alors j'en ai peut-être loupé, hein, c'est possible. Et je le recommanderais pas aux fans de science-fiction. Parce que, moi, très clairement, je suis fan de science-fiction et je m'intéresse à l'espace et à l'astronomie. Et ça m'a sorti direct d'avoir des choses très, très bêtes sur lesquelles repose le scénario et des trucs tout cons aussi. Enfin, tu tombes dans l'eau glacée en Arctique Oui. et tu Ouais, ressors de l'eau glacée et tu as 2 jours de marche pour Ouais. aller à un endroit. T'as beau avoir une parka, ça fait pas tout. Hein. Ouais, ta parka, elle va pas Ah te ouais, c'est réchauffer, quoi. Même en 2049, à mon avis, t'es mort dans les 2 heures. Mm. Donc voilà, ce genre de choses-là. Donc je le recommande par contre aux gens qui veulent voir un film un peu de divertissement, entre guillemets, poétique ou intelligent, même si ça se débat, mais qui n'ont pas forcément. Enfin, à la place, par exemple, d'un film de super-héros. Enfin, pour changer un petit peu et voir quelque chose d'un peu différent. Je pense que c'est un film qui a tout à fait son intérêt quand on va pas chercher les petits détails, quoi. Et toi, Ok, Damien? D'accord. Bah moi, je vais commencer par l'instant potager. Je me rends compte qu'en fait, j'avais pas totalement intégré le fait que Georges Clooney était aussi cinéaste. Et en fait, il est quand même assez prolifique comme il a cinéaste fait parce d'autres que films, là, hein. c'était son 7e film, Ouais. The Midnight Sky, et il est déjà en train de tourner son prochain, qui va s'appeler, si je me rappelle bien, c'est The Tender Bar. C'est un film qui va se passer dans les années 70 et c'est Ben Affleck, notre ami Ben Affleck, Ah yes! qui aura le rôle Ben qui principal. revient. Voilà, et donc du coup, On l'aime en fait, bien, Ben. On le regardera. il On le tourne, regardera. il tourne beaucoup, George Clooney. Il a fait un Monument Man. Enfin, il y a plein de films que je savais pas que c'était lui qui les avait tournés. J'en ai pas vu beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça m'intéressait à voir un peu quelle patte il avait comme réalisateur, quoi. Surtout qu'il a l'air de faire des choses très très différentes. Et de passer d'être très éclectique, quoi, de passer d'un genre à l'autre. Donc je me suis dit voilà, ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'il a fait par ailleurs. Non mais j'avoue que je me suis dit la même chose, hein. Je me dis tiens, Ouais. je serais assez curieux de voir ce qu'il a fait d'autre Mais parce ouais, que Sachant que le film est beau, hein. Ah ouais, non, mais le en film vrai, est très ouais, beau, Très hein, belle ouais. photographie, ouais. Mm. Et du coup, pour finir sur le wrap, à qui je le conseillerais, je le conseillerais aux fans de George Clooney. Parce que je trouve Oui, que c'est quand même, c'est vrai. comme tu disais, c'est un top. What else? Et les gens qui ont envie de le voir dans un autre contexte de là où on le voit d'habitude, de crooner séducteur, En train de boire un café. aux tempes grisonnantes et qui va séduire ta maman, tu vois. Il y a un truc, là on le voit dans une autre, dans une autre énergie. Et je trouve ça plutôt intéressant. J'avoue que je le destinerais plus aux fans de Clooney. Carrément. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée, ça. On n'y avait pas carrément, pensé. ouais, On a oublié que c'était Clooney, en fait. Mm. C'est peut-être pas trop notre génération. C'est pour ça. Bah, c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, Il est de la merci les tienne. gars Ouais. d'avoir partagé ce moment. le Merci pitch. Damien, merci Et, Nico. et Ouais, on merci se beaucoup, retrouve c'était cool. très très vite pour Pour nouvelles notre épisode. aventures. Et ben on se retrouve la prochaine fois, les amis. Merci N'oubliez de votre pas, lecture. si vous avez aimé l'épisode, de vous abonner, peu importe où vous le regardez, et puis de peut-être laisser un petit commentaire, donnez-nous votre avis. À la prochaine. La bise. Portez-vous bien, ciao.